Languedoc et Roussillon. Voilà bien une association qui, à première vue, peut paraître contre nature. Et pourtant, en associant d'un côté la montagne pyrénéenne et de l'autre la vallée du Rhône, la France s'est dotée d'une région qui, à la manière d'un théâtre, semble avoir le regard résolument tourné vers la plus majestueuse des scènes, la mer. Mais ce qui frappe le plus celui qui pénètre pour la première fois dans cette région, c'est la diversité. Diversité, bien sûr, des sites naturels, mais aussi diversité de l'architecture et, par là même, du comportement des hommes et des femmes de cette région. Ces différences ont ainsi forgé le Languedoc-Roussillon d'aujourd'hui, profondément ancré dans ses racines, mais également tourné vers l'avenir. À l'aube de l'an 2000, le Languedoc-Roussillon n'entend plus être une enclave coincée entre ses puissants voisins, Barcelone au sud, Toulouse à l'ouest, Lyon et Marseille à l'est, mais bien un lieu de rencontre, d'échange, d'accueil, où chaque homme et chaque femme pourra haut et fort affirmer son appartenance à une région dont l'importance ne cessera d'être croissante dans les années à venir. Difficile de commencer à évoquer le Languedoc-Roussillon sans évoquer la mémoire de celui qui peut être considéré comme le premier Européen, l'homme de Tautavel. C'est sur le cône de l'Arago, dans les Pyrénées-Orientales, que fut découvert par le professeur Henri de Lumley, en 1971, un crâne, vieux d'environ 450 000 ans. Aujourd'hui encore, ce site d'une richesse exceptionnelle pour les archéologues n'en finit pas d'être fouillé mètre par mètre, centimètre par centimètre, livrant ainsi de fantastiques secrets préhistoriques qui iront embellir la remarquable collection du musée de la préhistoire de Tautavel. L'histoire du Languedoc-Roussillon est donc en marche. Et c'est un grand saut en avant que nous vous invitons maintenant, en 1497, très exactement, année où, sur ordre de Ferdinand le Catholique, débutent les travaux de la forteresse de Sals. Il faudra 10 ans pour que s'achève la construction de ce véritable chef-d'œuvre d'architecture, dû en grande partie au génie d'un ingénieur espagnol de talent, Ramiro Lopez. D'ailleurs, tout paraît ici rappeler l'Espagne toute proche. Ce qui n'est pas surprenant, étant donné que la forteresse de Sals sera pendant plus de 120 ans un bastion espagnol que pas une armée n'arrivera à prendre. Tout était étudié pour se protéger des assaillants. Le système de fortification rasante, tout d'abord, qui offrait l'avantage non négligeable de voir au loin sans être vu. Les murs, ensuite, d'une épaisseur de 15 mètres à leur base et qui offraient ainsi une muraille infranchissable pour n'importe quel boulet de canon. Le site, enfin, qui ouvre sur la mer et sur une immense plaine. En 1691, le célèbre Vauban transformera certains aspects de la forteresse qui allait devenir prison, puis poudrière et enfin caserne. Les touristes qui aujourd'hui la visitent prennent rapidement conscience que dans ces pierres sommeillent environ 500 ans d'histoire du Roussillon. Autre lieu chargé également d'histoire espagnole, le Palais des Rois de Majorque à Perpignan, plus vieille résidence royale de France. Édifié au XIIIe et XIVe siècle, ce magnifique édifice médiéval devint en 1262 la capitale continentale des rois de Majorque.
Il en reste aujourd'hui un palais où se mélangent des influences tout autant romanes que gothiques, mais aussi hispaniques et mauresques. Tout ceci a contribué à donner à l'ensemble un aspect paradisiaque, au sein duquel les habitants royaux pouvaient jouir à souhait en fonction des saisons, de l'ombre et de la fraîcheur, ou alors de la chaleur du soleil catalan, et ce tout en profitant d'un point de vue exceptionnel sur le Roussillon et la ville de Perpignan. Capitale du Roussillon et chef-lieu des Pyrénées-Orientales, celle qui s'appelait Perpinyà au XIIe siècle et Perpignan aujourd'hui, est une ville qui, sans être tout à fait espagnole, n'est pas encore totalement française. Non, les Perpignanais diraient plus simplement que leur ville est avant tout catalane. Rattachée à la France en 1659, après le traité des Pyrénées, Perpignan, par ses maisons, ses rues, ses places et ses espaces verts, rappelle à celui qui y pénètre combien elle entend rester proche de la culture catalane, malgré la proximité des Pyrénées, qui la séparent de la Catalogne espagnole, avec qui elle se sent aussi proche. Si Perpignan a bâti une partie de sa renommée sur son statut de capitale du Roussillon, il existe une autre ville, plus méconnue du public, qui, elle aussi, peut se flatter d'avoir été un haut lieu de l'histoire catalane. Elne, ancienne capitale religieuse du Roussillon, qui abrite notamment l'un des plus beaux cloîtres romans du sud de la France. Il faudra 200 ans pour que soit achevé ce monument qui étonne par la pureté de ses piliers et de ses chapiteaux. Achevé au XIVe siècle, le cloître peut se visiter à la manière d'un musée, au sein duquel on trouve des sarcophages datant du VIIe siècle, mais aussi des frises historiées et des animaux stylisés. Dans ce décor magnifique, le savoir-faire des bâtisseurs du Moyen-Âge prend toute sa dimension. Mais si l'une des grandes richesses du Roussillon est la majesté de son site architectural, il en est une autre qui, cette fois-ci, ne doit rien à la main de l'homme. Véritable merveille, façonnée à la fois par les Pyrénées et par la mer. La Côte Vermeille, s'étendant d'Argelès à la frontière espagnole, constitue sans aucun doute l'une des plus belles régions côtières de France. Ici, le bleu de l'eau et le vert du vignoble, omniprésents à flanc de montagne, constituent une symphonie de couleurs qui ne peuvent qu'inviter à la rêverie. Surnommé à juste titre le joyau de la Côte Vermeille,
Collioure est sans conteste l'un des fleurons du tourisme en Roussillon. Tout ici attire le regard et l'émerveillement est constant. Dans un tel endroit, le dépaysement est total et l'on se sent sécurisé par la montagne environnante comme protégé du reste du monde. Dominant la baie de Collioure, le château royal des Templiers est vieux de plus de 700 ans. Remarquablement conservé, celui qui fut l'une des résidences des rois de Majorque et d'Aragon, après avoir été un haut lieu de l'ordre des Templiers, est aujourd'hui le théâtre de nombreuses manifestations artistiques et culturelles. Mais c'est peut-être en arpentant les innombrables ruelles de Collioure que l'on comprend à quel point des peintres comme Matisse et Picasso ont pu succomber au charme de ces façades, dont les couleurs vives paraissent jouer avec la lumière du soleil catalan. Le moindre détail, une fenêtre, une rue ensoleillée, un bateau multicolore, ne peut que favoriser l'inspiration et la création. À cet égard, la plus belle des preuves réside sans aucun doute dans la manière de peindre de Matisse. C'est après son premier séjour à Collioure, durant l'été 1905, que l'artiste changea radicalement sa façon de peindre, ce qui donna naissance à ce que l'on allait appeler le fauvisme. Il serait quand même injuste de n'associer que la côte vermeille avec la peinture. Serret, elle aussi, a su charmer les plus grands artistes du monde pictural. Par son calme et sa quiétude, elle a sans aucun doute eu la même influence sur le cubisme que Collioure sur le fauvisme. On ne compte plus les artistes qui s'y sont rendus afin de goûter au charme de ces boulevards de platanes et de ces majestueuses terrasses de café. Parmi les plus célèbres, Braque, Max Jacob, Cocteau, Chagall et Dufy. Considérée comme une des merveilles de l'Occident, véritable site stratégique entre la Méditerranée, les Pyrénées et les contreforts du Massif central, la cité de Carcassonne domine le cours de l'Aude depuis une colline de 500 mètres. Véritable témoignage de l'histoire mouvementée et tumultueuse du Languedoc, la forteresse de Carcassonne représente une véritable invitation à un voyage dans le temps. Jusqu'au XIIe siècle, elle connaîtra une phase d'expansion et un grand nombre d'édifices nouveaux lui donneront l'aspect que l'on connaît d'elle aujourd'hui. Mais l'histoire de Carcassonne restera à jamais liée au catharisme. Raymond Roger Trincavel, riche seigneur et maître de la cité, prendra sous sa protection les cathares contre lesquels le pape Innocent III lancera une croisade en 1209. La ville sera assiégée et capitulera, devenant le quartier général des troupes de Simon de Montfort, chef de la croisade contre l'hérésie cathare. Petit à petit, la cité perdra de son importance stratégique et c'est en 1844 que Viollet-le-Duc en entreprendra la restauration. Il ne se doutait pas encore que le résultat de son travail serait admiré un siècle plus tard par plus de 200 000 visiteurs par an.
Véritable symbole de l'orgueil et de la fierté du Midi languedocien, les citadelles cathares sont disséminées essentiellement sur le département de l'Aude. Construites à des hauteurs vertigineuses et quasiment imprenables pour l'assaillant, elles auront été tout au long de la croisade contre les Cathares, connues aussi sous le nom d'Albigeois, de véritables symboles de résistance aux terribles troupes de Simon de Montfort. Aujourd'hui, sous le chaud soleil du Languedoc, à mesure que l'on progresse vers celles que l'on a surnommées les citadelles du vertige, on comprend aisément le rôle qu'elles ont joué dans la protection des Cathares et l'on imagine plus facilement encore comment les sièges de ces châteaux ont dû être pénibles et difficiles. À l'intérieur de ces ruines, il suffit bien souvent de fermer les yeux pour entendre ce que fut ici la vie et sans doute aussi le calvaire des réfugiés cathares, dans ces forteresses qui résonnent encore comme des enclaves de liberté au milieu de cette Occitanie du Moyen-Âge, ensanglantée et meurtrie. Mais pour en finir avec le catharisme, il est bon de faire une légère incursion dans le département de l'Hérault, à Minerve très exactement, afin d'y découvrir ce qui fut le refuge des hérétiques du Minervois et devant lequel Simon de Montfort et sa terrible armée arrivèrent en juin 1210. Installée sur un promontoire rocheux, la ville de Minerve est sans aucun doute possible l'un des sites les plus pittoresques du Languedoc. Sous la terrible chaleur de l'été 1210, Simon de Montfort fera construire un énorme trébuchet, la Malvoisine, et organisera un terrible bombardement de la ville. À la fin du mois de juillet, le vicomte Guillaume, propriétaire des lieux, n'aura d'autre solution que de se rendre. Refusant de renier leur foi, les réfugiés cathares se brûleront eux-mêmes dans un immense bûcher, alors que Simon de Montfort leur proposait la vie sauve en échange d'un retour vers l'Église. Avec la fin du catharisme, l'Église peut définitivement s'implanter dans l'Aude. Située entre Narbonne et Carcassonne, l'abbaye de Fontfroide en est la parfaite illustration. Fondée au XIe siècle, elle fut affiliée en 1143 à l'ordre cistercien de Saint-Selve. Elle est aujourd'hui un haut lieu où le promeneur peut, tout en admirant les richesses archéologiques qu'elle renferme, assister aux nombreuses manifestations culturelles qu'elle abrite, et ce, en plein milieu du vignoble des Corbières, où naît notamment le célèbre Fitou. Mais l'Aude, c'est aussi, et ce n'est pas le moindre de ses atouts, une région côtière où cohabitent tourisme et réserve naturelle. À l'extrême sud-est du département se trouve l'étang de Sigean. Véritable enclave maritime à l'intérieur des terres, les étangs du Roussillon ne sont reliés à la mer Méditerranée que par d'étroits passages appelés gros. Ici, la ressource principale reste la pêche, et les habitants qui cernent les étangs peuvent, en fonction des saisons, y trouver des sols, des loups, des dorades, des rougets, des seiches et des turbots, mais aussi toute une variété de fruits de mer. Enfin, si l'on a la chance d'y venir en dehors de la saison estivale, la région des étangs de l'Aude révélera ce qu'elle a certainement de plus cher, à savoir l'authenticité de sa flore au nom si enchanteur: tamaris, olivier de Bohême, roseau des marais.
la frontière de l'Aude et de l'Hérault, la station balnéaire de Gruissant contraste étrangement avec ses cousines du Languedoc-Roussillon. La plage de Pilotis n'est pas étrangère à cette impression. Et si l'on arrive par la mer, on est presque en droit de se demander si l'on ne vient pas de s'échouer quelque part dans un coin de Louisiane. Il ne manquerait plus qu'un air de blues ou de jazz pour s'y croire complètement. Le contraste devient plus saisissant encore avec la vieille ville, ceinturant un immense rocher sur lequel veille la tour Barberousse, dernier vestige d'un château aujourd'hui disparu et dont le rôle principal consistait vraisemblablement à défendre l'accès par la mer sur Narbonne. Les étangs qui entourent Gruissant ne font qu'accentuer le charme mystérieux et étrange de cette ville qui semble mélanger avec talent tous les styles et toutes les époques. À l'image de la Grande Motte, les stations balnéaires de l'Hérault possèdent une particularité non négligeable. En effet, suivant les volontés d'une mission interministérielle présidée par Pierre Racine et vieille d'un quart de siècle, il a été décidé que chaque station nouvelle qui serait bâtie le serait avec son propre style, et ce, sans que l'écosystème ait à en souffrir. Le résultat est aujourd'hui considéré comme un modèle par d'autres pays étrangers à vocation touristique, et nombre d'entre eux n'ont pas hésité à s'en inspirer. Mais si ce résultat a pu par le passé choquer bon nombre d'habitants du littoral, il n'en demeure pas moins que ces villes sont tout sauf des villes fantômes ne renaissant qu'à l'époque des congés d'été. Elles sont habitées en permanence, et les 500 000 touristes qui y séjournent durant l'année apprécient tout autant les plages que les remarquables ports de plaisance qui ont fait de l'industrie touristique locale l'un des principaux fleurons de la vie économique de l'Hérault. Mais si la navigation de plaisance est aussi importante sur le littoral languedocien, ceci résulte en grande partie d'une population essentiellement attachée à son patrimoine maritime. Premier port de pêche du littoral méditerranéen, la ville de Sète apparaît tout d'abord comme une île coincée entre l'étang de Thau et la mer Méditerranée. Cette curieuse position géographique lui vaut le surnom de Venise languedocienne, tant elle semble traversée par d'innombrables canaux.
À l'image du Languedoc-Roussillon, Sète a les yeux tournés vers la mer, et tout ici nous rappelle que le destin de l'homme et de la Grande Bleue sont intimement liés. En parcourant les chemins du Mont-Saint-Clair, bordés de murettes en pierre sèche, le recueillement sera de rigueur, que l'on se trouve à hauteur du cimetière marin, dominant la mer, ou au sommet des 182 mètres de cette étrange colline où un panorama exceptionnel sur Sète et sur l'étang de Thau attend le promeneur. L'étang de Thau, indissociable du patrimoine sétois, représente aujourd'hui, de par l'importance de sa production ostréicole, une richesse tout autant économique et culturelle que touristique. Autre symbole, ô combien important de ce lien entre les Sétois et la mer, les tournois de joutes, dont l'origine remonte à plusieurs siècles et qui sont, bien au-delà d'une tradition, un véritable sport pratiqué par de véritables champions. On y retrouve donc des éléments essentiels de la culture languedocienne et on peut affirmer sans se tromper qu'elle représente pour les Sétois une tradition aussi forte que la corrida pour les Nîmois. Que ce soit à Sète ou comme ici à Mazes, chaque embarcation aux couleurs rouge et bleu de la ville de Sète est composée de 8 rameurs, un barreur, un jouteur et 2 musiciens, tambour et hautbois, qui donnent la cadence. Perchés sur la tintaine, les 2 adversaires, armés d'une lance et protégés d'un bouclier, s'affrontent en un combat où prédominent agilité, force et loyauté. Contrastant avec le Languedoc du passé, le Montpellier d'aujourd'hui est sans aucun doute possible le symbole d'une région qui se modernise de plus en plus. Traduisant ainsi le dynamisme et l'esprit d'entreprise de toute une région, la capitale administrative, politique et culturelle du Languedoc-Roussillon entend bien être dans les années à venir une de ces villes qui vont compter dans l'Europe du Sud. Citée à l'architecture délirante, la ville nouvelle d'Antigone, conçue par l'architecte catalan Ricardo Bofill, s'inspire vraisemblablement des Grecs et des Romains. La quasi-perfection des façades, l'enchevêtrement précis des grandes rues, la majesté des places et le grand nombre d'espaces verts rassurent et attirent tout à la fois les promeneurs qui veulent bien prendre le temps de flâner au cœur d'Antigone.
Situé à l'extrême ouest de la place de la Comédie, l'Opéra de Montpellier ne sera véritablement achevé qu'en 1888, presque 150 ans après que le maréchal Richelieu en eut décidé la construction en 1755. Il est le deuxième plus grand théâtre de France et contribue ainsi à faire de Montpellier un pôle culturel incontournable. Quant à la place de la Comédie datant du XVIIIe siècle, elle est véritablement le centre de vie de Montpellier. Bordée de cafés, restaurants, cinémas et magasins, elle fait la joie et peut-être même aussi la fierté des Montpelliérains. En quittant la place de la Comédie, on découvre un ensemble de ruelles, héritage remarquablement préservé d'une ville plusieurs fois centenaire et qui fut au XIIe siècle un haut lieu de commerce et de négoce. S'il devait y avoir quelque part un paradis pour photographes amateurs de vieilles pierres, c'est peut-être bien dans ce dédale de rues et de petites places qu'il se trouverait. Elles forment aujourd'hui un vaste ensemble piétonnier où il fait bon se perdre, afin d'y découvrir un Montpellier inédit, contrastant formidablement avec les quartiers de la ville nouvelle. La vieille ville est l'expression de toute la richesse des bourgeois et industriels des XVIIe et XVIIIe siècles. Mais l'une des grandes fiertés de Montpellier réside essentiellement dans son patrimoine universitaire. La faculté de médecine, par exemple, dont les origines remontent au début du XIIIe siècle, accueillera des étudiants venant des quatre coins de l'Europe. Elle deviendra même au XVIe siècle l'une des plus prestigieuses facultés du vieux continent, renommée qu'elle continue d'avoir aujourd'hui. À quelques mètres, la cathédrale Saint-Pierre se dresse fièrement. Tout paraît démesuré dans cet immense monument, construit au XIVe siècle, à l'image notamment de son porche, soutenu par deux énormes piliers et qui tranche singulièrement avec les styles de l'époque. C'est en 1536 que ce qui n'était qu'une chapelle du monastère Saint-Benoît deviendra cathédrale en raison du transfert à Montpellier de l'évêché de Maguelone. L'Arc de Triomphe, bâti à la fin du XVIIe siècle et s'inspirant des portes parisiennes, marquait la limite ouest de la ville, située sur le puits Arquinel, point le plus haut de Montpellier. Consacré à la gloire de Louis XIV, il annonça 200 ans auparavant la future urbanisation et les transformations qu'allait subir Montpellier. Lieu de promenade aujourd'hui très apprécié des Montpelliérains, la promenade du Pérou offre un point de vue sur les arceaux. Également baptisés aqueduc de Saint-Clément, ils avaient pour mission d'irriguer Montpellier. Lorsqu'on quitte Montpellier par le nord, on s'enfonce de plus en plus dans une région où la nature a su préserver son côté sauvage, tout autant en raison des conditions de vie extrêmement difficiles qu'en raison d'une volonté humaine de préserver l'environnement. Située à une quarantaine de kilomètres au nord de Montpellier, la grotte des Demoiselles symbolise bien la richesse de cette région. Découverte derrière les falaises du Thorac, à la fin du XVIIIe siècle, elle resta pendant longtemps, en raison des difficultés d'accès et d'exploration, un site qui refusa de révéler toute sa dimension. Aujourd'hui,
Grâce à l'électricité et à la grande qualité de son aménagement, on découvre un gouffre d'une immensité presque inimaginable. 120 mètres de long, 86 mètres de large et 52 mètres de haut. Ces dimensions sont bien celles d'une cathédrale, surnom qui fut à juste titre attribué à la grotte des Demoiselles. À mesure que l'on progresse en son sein, on découvre un décor quasiment féerique. Tout ici nous fait perdre la notion de temps et d'espace. Le gigantisme des stalactites et des stalagmites, la majesté des draperies géantes ne cessent de transporter le visiteur dans un monde irréel. Mais c'est peut-être cette stalagmite incroyable, située au plus profond de la grotte, rappelant la Vierge Marie tenant en ses bras l'enfant Jésus, qui suscite le plus l'admiration. Lorsque l'on se trouve en Lozère, on est tout d'abord surpris par l'aspect extrêmement diversifié des contrées que l'on traverse. La Lozère a toujours eu le statut de désert français. Le Causse-Méjean, gigantesque plateau situé à environ 1000 mètres d'altitude, en est une parfaite illustration. Ici, 33 000 hectares d'herbes jaunes qui se perdent dans le lointain font de ce site un décor qui n'est pas sans rappeler les immenses steppes d'Asie centrale. Toutefois, quelques rares détails parsemés ici et là rappellent tout de même la présence humaine. Situé au nord-est du Causse-Méjean, le Causse de Sauveterre est tout aussi beau. Peut-être plus propice à l'élevage, essentiellement au vin, il n'en demeure pas moins aussi sauvage. Ces deux causses forment ainsi, à partir de Saint-Énimie, les célèbres gorges du Tarn, magnifiques canyons d'une profondeur variant de 400 à 500 mètres. Au lieu du tourisme en Lozère durant la saison estivale, les gorges du Tarn permettent aux nombreux kayakistes de découvrir cette magnifique région d'une façon différente. Ils naviguent ainsi sur un cours d'eau qui, ayant pris sa source en haut du mont Lozère, à plus de 1570 mètres d'altitude, dans un paysage majestueux, les emmène pendant plus de 50 kilomètres. On peut dès lors y découvrir de magnifiques villages, tels Saint-Énimie, Saint-Chély-du-Tarn, La Malène ou le Rosier. C'est à l'intersection de trois rivières, Tarn, Tarnon et Mimante, que se situe la ville de Florac. En flânant le long des berges du Vibron, on peut apprécier le calme et la douceur de vivre d'une ville qui a si bien su préserver son identité et ses traditions.
Ce n'est d'ailleurs certainement pas un hasard si Florac est la capitale officielle du Parc national des Cévennes. Fondé en 1970, celui-ci a pour but la protection des sites naturels qui le composent, mais aussi des hommes qui y habitent, afin de préserver un milieu rural grandement menacé d'exode. D'une superficie de plus de 90 000 hectares, le Parc national des Cévennes s'étend sur les 2/3 de la Lozère et sur toute la partie nord-est du Gard. Créé par les Romains qui lui donnèrent le nom d'Usetia, Uzès deviendra le premier duché de France. Ce qui frappe le plus lorsqu'on arrive à proximité du duché, c'est la majesté du donjon rectangulaire, appelé également Tour Bermonde, du nom de son architecte, Elzéar Bermond, qui la construisit au XIe siècle. Quant à la façade principale, elle est un pur chef-d'œuvre du XVIe siècle, avec ses colonnes en pilastres, ses fenêtres et ses frontons. Mais une fois que l'on a escaladé les 148 marches du donjon, le panorama sur la ville, de l'arrière-pays jusqu'à la cathédrale Saint-Théodorite, est absolument magique. La cathédrale Saint-Théodorite, justement, faisant bloc avec la tour Fenestrelle, mélange ainsi les styles et les époques. 17e pour la cathédrale et 12e pour la tour Fenestrelle. Aujourd'hui, ce splendide ensemble architectural est un lieu de promenade privilégié, doté en plus d'un remarquable point de vue sur la vallée d'Eure. Beaucoup plus au sud, à la limite du Languedoc-Roussillon, les canaux du delta du Rhône irriguent la Petite Camargue, vaste étendue sauvage, allant des Saintes-Maries-de-la-Mer jusqu'aux Costières. Site protégé et préservé par l'homme, la Petite Camargue se caractérise notamment par ses élevages de taureaux, tradition remontant à l'Antiquité. Le taureau camarguais, plus petit que son cousin d'Espagne, vit quasiment en liberté sur les 5000 hectares de pâturage que comprend la Camargue gardoise. Lorsqu'ils ne se dissimulent pas près d'un étang, au plus profond d'un champ de roseaux, on peut enfin les apercevoir de près, sous la surveillance des manadiers qui en ont la responsabilité. Bientôt, les taureaux quitteront les manades et participeront enfin aux grandes courses camarguaises dont l'origine remonte au XVIe siècle.
Les arènes de Nîmes, datant du 1er siècle avant Jésus-Christ, constituent aujourd'hui l'un des hauts lieux de la tauromachie française. Pourtant, lorsque l'on observe ce monument, on ne peut s'empêcher de songer aux gladiateurs qui furent les premiers à fouler son sol. Les arènes sont en effet l'un des sites archéologiques les mieux conservés du monde romain et l'on reste pratiquement sans voix devant la perfection de ces arches. L'ensemble, qui pouvait accueillir jusqu'à 24 000 personnes, ne connaîtra en fait ses premières corridas qu'en 1863. À mesure que l'on progresse dans le centre de Nîmes, il paraît vraiment difficile de dissocier cette ville du monde romain. La maison carrée, temple construit entre l'an 3 et l'an 5 après Jésus-Christ, était dédiée à Caius et Lucius César. Intégrée au milieu d'une place qui fut aménagée en conséquence, elle se marie idéalement avec les façades environnantes et elle n'est pas sans rappeler l'église de la Madeleine à Paris, à qui elle a sûrement servi de modèle. À l'intersection de la rue Jean Jaurès et des quais de la Fontaine, se trouve ce qui est considéré comme le premier jardin public de France. Bâti au milieu du XVIIIe siècle sur un ancien sanctuaire païen aménagé par les Romains, les jardins de la Fontaine sont fortement marqués par Némosus, génie et divinité protectrice de la ville de Nîmes. Enfin, dominant la ville, la tour Magne, d'une hauteur avoisinant les 30 mètres, fut sans doute construite une quinzaine d'années avant Jésus-Christ. Elle faisait ainsi partie de l'ancienne enceinte romaine dont elle était la principale tour. À son sommet, un panorama sur Nîmes et ses environs justifie pleinement ce statut. Troisième monument français le plus visité, le pont du Gard est bien la 7e merveille du monde romain. Sa majesté et sa noblesse n'ont jamais cessé d'impressionner tous ceux qui, durant des siècles, sont venus lui rendre visite. Aqueduc vieux de plus de 2 millénaires, il avait pour but d'alimenter en eau la ville de Nîmes. Même s'il ne fonctionne plus depuis déjà fort longtemps, le génie et l'audace de ses bâtisseurs resteront à jamais et continueront de faire rêver encore bien des générations. C'est ici, sur les hauteurs du Gardon, que prend fin ce voyage entre ciel et mer. De Tautavel au pont du Gard, des massifs montagneux des Cévennes aux rives de la Méditerranée, le Languedoc-Roussillon s'est révélé comme une région pleine de vie et de richesse. Richesse de son patrimoine, de son histoire et de ses paysages, mais surtout richesse de ses habitants, hommes et femmes du Languedoc-Roussillon, qui n'attendent plus qu'une chose, vous faire découvrir à vous aussi la passion de leur région.